What's up tout le monde? Aujourd'hui dans la vidéo, je vais faire un petit retour vite fait sur le UFC 317 qui vient d'avoir lieu. Je vais parler de chaque performance individuelle des combattants, puis je vais essayer de faire un petit match-up que j'aimerais bien voir pour leur prochain combat. Fait que ça va faire 22 combats à parler avec vous autres. Je fais un petit retour vite fait sur le pourcentage de prédictions qu'on a eu, ben, que j'ai eu. J'ai eu 6 sur 11 dans le UFC, ce qui donne à peu près 55%. Puis, ce qui est du PFL, j'ai eu 5 sur 8, ce qui donne 62%. Puis, il y a eu un no contest. Ben, le no contest, je le compte pas dans le fond. Euh, Après ça, je fais un petit retour vite fait sur la mise de Bet99 qui a passé. Ça a très bien fonctionné. J'avais mis Jacoby Smith, Grégory Rodriguez, Alex Pantoja, qui donnait une cote de 2,15. Ils ont tous gagné leur combat par finish. Ça a passé. Bon vidéo. Bon, je vous explique un peu ce que je vais faire. Dans le fond, je vais parler de chaque combattant, vraiment ceux-là qui ont perdu, ceux-là qui ont gagné. Puis je me fie au rendement sur Tapology. Dans le fond, c'est des fans, vraiment beaucoup de fans qui font le classement. Ils se fient à peu près à ça. Fait que j'ai essayé de leur faire un match-up qui est favorable. Ben, pas favorable, mais un bon match-up là, pour tout le monde. Euh, Fait que je vais commencer tout de suite avec le premier combattant. C'est lui qui a perdu le premier combat. Dans le fond, c'est Alvin Hines. Euh, Lui, je le verrais affronter MD Albel-Lawab. MD, on l'a vu là, pas très longtemps. Il a perdu contre le frère à Kamaru Ousmane. Il a perdu contre Mohamed Ousmane, dans le fond. J'y verrais s'affronter. Les deux, ils sont similaires en grandeur, similaires en grosseur. Je pense que ça ferait un bon combat. Parce que si on voit de la façon que Alvin s'est défendu en short notice contre Jonathan Diniz, si on suit au classement, Diniz est vraiment plus haut que Amdel Lawab. Fait que je me dis que si Alvin Hines a quand même pu faire un bon combat contre Jonathan Diniz, je pense que Amdi Lawab, qui a vraiment pas beaucoup de cardio, ça serait un combat assez intéressant à faire. Alvin, c'est son, comme je viens de le dire, il est accepté en short notice. Il est classé 87e sur Tapology. Puis MD, ben, il y a déjà deux combats dans l'UFC, mais il est classé 44e. Je sais qu'il y a quand même pratiquement 40 de différence dans le rendement, mais si on en regarde le combat qu'il a fait, puis Diniz est considéré comme 23e. Fait que, ça le fait quand même descendre de 20 au classement. Fait que, tu sais, je pense que ça ferait vraiment un combat. C'est autant gagnable pour Abdel que ça lui ferait descendre un petit peu de compétition. Mais en même temps, contre Jamal Polk, si je me trompe pas, il a gagné par décision partagée. Exactement. Fait que, tu sais, je verrais les deux, ça pourrait vraiment être un bon combat. En plus, les deux derniers combats sont tous les deux vraiment proches, là. 21 juin pour Abdel Lawab, puis l'autre, ben, on vient de le voir 28 juin. Ils vont être prêts pratiquement dans le même temps. Je pense que ça ferait un très bon combat. Prochain combattant que j'aimerais vous parler, c'est le gagnant du premier combat. Jonathan Diniz. Euh, Jonathan Diniz, lui, j'ai encore quelques questions sur lui, là. Son manque de cardio, on l'a vu, là, il était plus fort. Au troisième round, c'était dur. Mais il revient sur le chemin de la victoire, c'est tout ce qui compte. Euh, mais pour son prochain combat, je lui donnerais le même style d'adversaire. Tu sais, je sais que c'est le fun des combats de bout, mais tu sais, en étant un ancien kickboxer, je trouve ça plate un petit peu quand il donne un petit peu, ben pas des match-ups favorables, mais
Son affrontement prévu contre Tafa, ça m'intéresse moins, là, d'un coup que j'ai vu un petit peu son manque de cardio. Fait que tu sais, je m'attendrais à un combat un petit peu plate entre lui et Tafa. J'aimerais mieux le voir contre un autre combattant plus complet, tu sais, qui se ferait encore contre la cage ou au sol. Fait que dans le fond, je le verrais contre Rizvan Kouniev. Kouniev, on vient de le voir lui aussi, ça fait pas tellement longtemps. Il vient de perdre euh, le 21 juin contre Curtis Blade par split décision, mais moi j'ai vu vraiment un 29-28 là, en faveur de Blade. Je comprends pas vraiment la split décision, là, mais je pense que ça pourrait faire un. Lui, ça lui ferait faire un bon en arrière en affrontant Dainis. Ça serait une bonne affaire. Tu sais, il est sur une défaite. Puis Dainis, ben, il est quand même. Tu sais, il y a 4 combats au UFC. Il y a 3 victoires, une défaite. Fait que je pense qu'il serait quand même. Ça serait quand même un bon adversaire. Kouniev, ben, il y a juste un combat, puis on y a quand même servi un. Blade, je sais pas, j'ai pas son classement officiel, mais c'est assurément un top 3, 4 d'un poids lourd. Fait que là, dans le fond, Kouniev, il est classé 16, puis Diniz 23. Donc, ils sont pas très loin dans le classement. Euh, je pense que ça pourrait faire un bon combat, justement. Kouniev, il aime quand même ça, il aime plus le combat de bout, mais il est capable de mettre de la pression au sol. Tu sais, c'est pas un lutteur à la base, là. C'est plus comme un peu. Pas un Kalaev parce qu'ils ont pas le même style du tout, mais c'est plus un combattant qui va prioriser le combat debout à la place de la grosse lutte, là. Parce qu'on l'a vu justement contre Blade. Ça, il est très fort, mais Blade a quand même eu le dessus en lutte, là. Fait qu'un combattant contre Dainiz qui est zéro porté vers la lutte, on pourrait voir ce que Kouniev vaut vraiment. Puis en même temps, ben, ça donnerait un bon test à Dainiz parce que Kouniev, c'est plus un combattant complet qu'un kickboxer. Fait que pour ça, je pense que ça ferait un excellent match-up. Ils sont proches dans le classement. Les deux viennent de se battre. Ce serait un match-up vraiment intéressant. Troisième combattant que je vais parler, c'est le perdant du deuxième combat. Dans le fond, c'est Nico Price, que lui, il m'a surpris encore, là. Il est plus durable, vraiment plus durable que je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il se fasse finir au premier round. Puis finalement, il a quand même vraiment donné un bon test au premier round. Euh, pour ça, je donnerais comme combat, je donnerais un combattant plus accessible, un petit peu un vétéran comme lui, un petit peu plus vieux. Je donnerais Kurt Meggy. Kurt Meggy, qu'il est quand même pas sur une très bonne séquence lui aussi, là. Il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. C'est un petit peu comme Nico Price aussi, je crois. Nico Price, exactement. Il a perdu ses 4, il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. Euh, Ça pourrait faire un combat intéressant. Deux vétérans, c'est gagnable pour les deux. Peut-être que le perdant pourrait arrêter. Peut-être le gagnant, bah, ça dépend du gagnant. Il pourrait aussi décider d'arrêter sur une victoire. Les deux, le combat est accessible. Ils sont tous les deux complets. Miggy est un petit peu plus porté sa lutte. Mais on a vu ce que Price est capable de faire. Il y a encore des très bonnes soumissions sur le dos. Il y a encore de la bonne puissance. On a quand même vu des bons coups aussi quand il était sur le dos. Je pense que ça ferait un match-up intéressant. C'est un genre de petit match-up qui pourrait ouvrir une carte à l'Apex. Ou. Ouais. Je verrais ce combat-là à l'Apex en préliminaire. Ça serait quand même cool de voir deux vétérans s'affronter. Au moins, il y en aura un des deux qui partirait avec sur une victoire. Puis comme que je dis, ben, le perdant, ben, soit que l'UFC s'en débarrasse ou soit qu'il décide d'arrêter. Mais ça serait un match-up intéressant. On enchaîne directement avec le gagnant du deuxième combat, Jacoby Smith, qui lui est rendu à 11-0, 2-0 dans l'UFC. Euh, il met un petit
peu mis pas des interrogations, là, parce que je suis certain qu'il y a un très bon cardio, mais dans ce combat-là, je pense que ça a juste été mal géré, parce qu'il pensait peut-être finir Price au premier round. Puis il s'est fait surprendre, parce que Price était encore très tough. Mais il a quand même réussi à aller chercher un autre finish au deuxième round. Une soumission cette fois-là. Fait qu'il est rendu avec un KO puis une soumission dans l'UFC. Euh, on a vu que c'est un très bon lutteur. Euh, je pense que Smith il est prêt un petit peu pour monter pas dans les échelons. Là, il est pas prêt tout de suite pour un top 15, mais il est prêt pour un bon nom en dehors, en dehors du top 15, dans le fond. Pour avoir un petit peu plus de compétition. Puis je donnerais Mike Malott. Mike Malott, que lui aussi, il est quand même très impressionnant. Il a perdu là, 3 combats contre Neil Magny, mais il est en train d'en revenir sur une bonne séquence, là. Il a 2 victoires consécutives. Puis Jacoby Smith également, dans le fond. Il a juste 2 combats, mais il les a tous deux gagnés par finish. Puis tandis que Mike Malott, ben, il vient de battre par soumission Charles Radke. C'était. Non, c'était pas vrai. C'était pas une soumission, c'était un TKO. Mais c'était quand même très impressionnant. Radke, c'était pas un client facile. Je sais pas si Malott était négligé dans ce combat-là, mais il est sorti avec la victoire. Puis dans le classement, Smith puis Malott, ben, sont similaires, là, tu sais. Sur Topology, Smith est classé 36e, tandis que Malott, il est pas top 15, mais il est quand même pas si loin, là. Il est 24e. Euh, je pense que ça pourrait faire un combat intéressant. Les deux, c'est quand même des bons finishers, là. Malott, il est juste allé une fois à décision. Puis Smith, il est allé 2 fois. Puis ils ont pas tellement de combats d'accord, là. 14 combats pour Malott, 11 combats pour Smith. Je verrais ce combat-là quand même assez haut sur une carte. Peut-être pas sur une carte principale, mais ça pourrait peut-être être un. Non, pas un closer de prélim, mais vraiment haut sur une prélim, là. Parce que les deux sont quand même. Bah, ça dépend, le combat il a lieu où aussi. Parce que je crois que le UFC revient au Canada. Euh, Puis s'ils reviennent au Canada, ben je pourrais facilement avoir ce combat-là sur la carte principale pour ouvrir. Même s'ils sont pas classés, UFC s'attendrait à un gros combat, ça hyperait la foule. C'est un combat que j'aimerais voir. Ouais. Next, le perdant du troisième combat, Vyacheslav Borchev. Lui, euh, un petit peu déçu, je le cacherai pas. Je penserais, ben, je sais pas pourquoi je pensais ça, parce qu'il l'a jamais fait dans tous les combats qu'on a vus, mais je pensais qu'il allait peut-être être capable de résister un peu en lutte. Je savais que McKinney avait une bonne lutte, qu'il allait être agressif vite, parce que c'est McKinney. Euh, mais je m'attendais à ce qu'il soit capable de défendre au moins un petit peu un takedown, puis garder le combat debout, puis peut-être aller chercher une victoire, mais c'est pas arrivé. McKinney a eu un autre finish, il est encore à 100%. Je suis quand même très content du combat. Euh, ce que je verrais pour Borchev, ça serait un combat qui se déroulerait un petit peu plus debout pour lui. Je verrais contre Gouram. Gouram, justement, que lui et tout, c'est un bon combattant debout, mais il y a un petit peu plus de misère au UFC, là. Euh, les deux sont tous les deux sur des défaites. Question classement sont similaires, là. C'est ça, tous les deux. Stapology sont classés 53e pour Borchev, puis 57e pour Gouram. Les deux ont des fiches, comme que je dis, c'est pas similaires, mais sont tous les deux négatives dans l'UFC. 3 victoires, 5 défaites pour Borchev, puis 2 victoires, 3 défaites contre Gouram. Les deux, ça ferait quand même un très bon combat, là. Ils ont... En plus, si Borchev se laisse pousser la barbe, comme qu'il fait d'habitude, on aurait quand même un combat de 2 personnes qui pourraient se ressembler. Euh, mais les deux, c'est des combattants de bout. Ça se ferait un très bon combat d'action. Ça pourrait même facilement être peut-être pas un fight of the night, là, mais
je verrais quand même un combat violent. Les deux sont quand même durables. Puis ils préfèrent tous les deux le combat de bout. Ça serait le combat à faire pour moi. Ils sont similaires dans le classement. Ouais, j'ai Borchev visite Gouram. C'est le combat à faire pour moi. Prochain combat, ben lui, on va enchaîner. C'est le gagnant du troisième combat. Dans le fond, c'est Terence McKinney. Que lui, je sais pas pourquoi, mais je me trompe à chaque fois sur ses prédictions. Ça a juste aucun sens. Pour moi, il est imprévisible. Je suis juste pas capable de le lire. Il est vraiment bon, par exemple. Là, 100% encore de finition. 4 victoires, une défaite dans ses 5 derniers combats. Euh, si je me fie au classement sur Tapology, celle-là, je la comprends pas, là, par exemple. McKinney serait classé 54e. Pour moi, il est vraiment plus haut que ça. Euh, tu sais, je le verrais dans le top 30, à peu près. 30-35, là, dans ces eaux-là. Euh, Puis je le verrais contre un combattant qui est pratiquement comme lui. Euh, il a pas 100% de finition, mais il a 95 facile en montant. Euh, c'est un combattant que vous connaissez tous, là, c'est El Loco, Manuel Torres. 16-3. Lui et tout, 4 victoires une défaite lors de ses 5 derniers combats. Il vient de mettre KO Drew Dober au premier round. Euh, 8 KO, 7 soumissions, une seule décision. Puis même lors de ses défaites, il est comme McKinney, là, il s'est fait finir lui aussi à 100%. Euh, Comme que je dis, je me trompe tout le temps sur les prédictions de McKinney, mais j'irai avec une autre prédiction. Ce combat-là, il se rendrait pas à la fin. Les fans seraient tous contents d'avoir ce combat-là. Tu peux mettre ça sur un UFC à numéro facilement, là. Euh, Au Mexique, à Noche, ou même aux États-Unis, McKinney, il est quand même bien aimé, là. C'est pas une superstar, mais le monde le connaît. Ça, c'est 100% de finition. Là, tu sais, 4 victoires, les deux 4 victoires, une défaite lors de leurs 5 derniers. Euh, à part le classement, là, que je vois vraiment pas pourquoi que ça a aucun sens, ça, parce que McKinney était encore classé en bas de Borchef, fait que c'est peut-être juste que McKinney était pas encore à jour, là. Tandis que Torres, il est 26e. Pour moi, ça serait un méchant bon combat. Tu places ça n'importe où sur une carte, les fans vont être contents, ça se finit dans les 5 premières minutes, là. Je vois pas ce combat-là se rendre au deuxième round. Je sais pas en tout qui gagnerait. 50-50 selon moi. Mais je veux voir ce combat-là, c'est sûr. À 100%, ça, je veux voir ça. Next, la perdante du quatrième combat. Viviane Araujo. Pas grand-chose à dire sur elle, là. Tu sais, elle est encore bonne, là. Le combat était quand même pas serré, mais elle était... Ça s'ajustait au fur et à mesure que le combat avançait. Tu sais, elle ralentissait le combat, elle gérait mieux sa distance. Euh, Dans le fond, elle, je la verrais affronter quelqu'un qui est. Elle est pas classée encore, mais elle est en montant. Mais je sais que l'UFC veut l'avoir dans le classement au plus vite, là, parce qu'elle est quand même. Elle est pas jeune, mais c'est une excellente prospect. C'est Kong Wang. 33 ans. Fait que j'imagine qu'ils vont vouloir tout de suite la mettre contre une vétérane qui est quand même bien établie, là. Euh, Tu sais, sur Tapology, Euh, Viviane Araujo, elle est classée 11e. Puis Kong Wang, ben, elle est classée 14. Euh, Fait que ça serait l'accessibilité pratiquement au top 10. Euh, Araujo, on l'a vu, elle est quand même très bonne pour gérer la distance. Elle est capable de mixer aussi, là. Elle est quand même une bonne lutteuse, mais on l'a moins vu dans ce combat-là parce que Cortez est vraiment bonne. C'est un petit peu. Ben, c'est pas sa force, ça, parce que c'est une bonne boxeuse aussi, Cortez. Mais je vais en parler plus tard. Mais, c'est ça. Contre Kong Wang, que elle est connue justement, c'est le Muay Thai, je crois. Elle avait même battu Valentina.
dans le temps en Muay Thai. Fait que, tu sais, ça serait quand même gagnable pour Arrojo si elle gère bien la distance, puis elle mixe. Puis pour Kong Wang, ce serait avantageux aussi parce que ça serait pratiquement. Elle atteindrait le top 10. Puis, tu sais, à 33 ans, l'UFC veulent pas perdre de temps avec. Ça serait. Ça serait un combat parfait. Next, la gagnante du quatrième combat, Tracy Cortez. Euh, Elle, on l'a vu, elle est vraiment complète, là. Il manque peut-être juste le manque de finition. Mais à part de ça, elle est vraiment complète. Elle est bonne au sol, elle a fait des bons reversements. Elle a une bonne vitesse. Euh, pour son combat, elle, je verrais quelqu'un. Ben, le choix il est assez simple, là. C'est elle qui est juste au-dessus au classement. Euh, c'est Missy Barber. Les fiches, on le voit, sont similaires. 12-2 du côté de Cortez, puis 14-2 du côté de Barber. Euh, Barber, c'est elle, on s'en souvient que son dernier combat a été annulé à cause. Je sais pas vraiment, je sais pas la raison, j'ai pas cherché plus que ça, mais ça avait été annulé à la dernière minute pratiquement. Euh, donc, pour elle, c'est pas une punition, mais elle ferait juste se battre contre quelqu'un qui est une, un en arrière au classement au lieu de se battre contre quelqu'un qui était deux en avant. Fait que c'est pas un gros pas en arrière. Puis c'est un combat qui ferait du sens aussi. Puis tandis que pour Cortez, ben elle, ça la ferait monter au classement tranquillement, pas vite. Euh, Puis tu sais, juste avant son combat contre Rougeau, elle avait perdu contre Rose. Donc tu peux pas la mettre trop haut. Mais dans les deux sens, c'est soit que euh, Messi Barber continue sa séquence de victoires. Fait que ça vient encore plus légitime pour un combat plus haut après. Ou soit que Cortez enchaîne sur une deuxième victoire. Fait qu'après ça, c'est plus légitime de la mettre dans un combat peut-être pour un top 5. Fait que je verrais ce combat-là aussi quand même. C'est une bonne carte préliminaire, ça pourrait avoir du sens. À l'Apex, ça ferait bien du sens. Peut-être même sur un. À l'Apex, je verrais ça même sur une carte principale facilement. Peut-être pas comme main event, mais peut-être dans les trois derniers combats. Je verrais ça sur une carte parce que les deux seraient quand même pratiquement dans le top 10. Peut-être un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, mais ça serait un combat qui serait bon sur un main event à l'Apex. Neuvième combattant, je vais parler du perdant du cinquième combat, Haider Ramil. Euh, Lui, il a rien pu faire. Dans le fond, il a perdu en bas de 40 secondes. Pratiquement, Delgado, il est vraiment sorti fort. Euh, je- Tu sais, dans une défaite de même, je trouve que ça change pas grand-chose. Tu sais, il a rien pu faire. Ça arrive. Il s'est pas fait dominer pendant 3 rounds. Il a pas été exposé. Il a juste rien pu faire. Euh, dans le fond, lui, tu sais, tu veux que ça y aille vite pour Amil. Là. Il a quand même 35 ans. Donc, je ferais pas faire un très gros bond en arrière. J'y ferais affronter un bon nom. Euh, Dans le fond, j'y ferais affronter Johan Darson Brito. Le monde, ils le savent. Là. Ils savent c'est qui Brito. C'est un combattant vraiment excitant. Euh, mais il est sur deux défaites. Fait que, tu sais, je pense que ça ferait du sens. À 1000, il est sur une défaite. Brito est sur deux défaites. Peu importe qui gagne, tu viens de relancer un combat, un combattant. Même que Brito, il a juste 30 ans, fait que peut-être que ça ferait une bonne chose. Ou à 1000, ben tu veux que ça y aille vite, ça y fait un bon nom sur son CV. Euh, Sur Tapology, ils sont quand même classés vraiment proches, là. 28 pour Amil, 26 pour Brito. Puis ça aussi, là, c'est un combat qui est vraiment. Tu sais que ça se rendra sûrement pas à décision. C'est deux combattants qui sont force et finish. Euh, Fait que tu peux classer ça pratiquement sur n'importe quelle carte, n'importe où. C'est un combat qui va exciter le monde, là. C'est vraiment un bon combat. Prochain combat,
Là, c'est José Delgado. Lui, il a gagné le cinquième combat, dans le fond. Euh, il est rendu 10-1 au UFC. Ben, pas au UFC, 10-1 au total. 2-0 au UFC. Euh, je le verrais. Tu sais, il est vraiment sur une bonne lancée. Là. Il vient de gagner son combat en moins de 30 secondes, pratiquement. Euh, je le verrais contre faire un bond en avant. Mais ce combat-là, ce qui me tracasse un peu, ben, je vais nommer le combattant avant, c'est Melquizael Costa, euh, qui est classé 25e sur Tapology, puis Delgado 36. Mais ce qui me... Les deux sont jeunes, mais je pense pas que Costa va vouloir regarder en arrière dans le classement pour aller affronter Delgado. Mais j'aimerais vraiment ça, voir ce combat-là. Costa est sur 4 victoires de suite. Mais les deux derniers, ils ont fini par décision contre des bons adversaires. Mais j'aimerais ça, peut-être te le voir contre un adversaire similaire dans les âges. Ça pourrait faire un bon combat. Costa, il a beaucoup d'expérience pour son âge. Fait que ça ferait déjà un bon. Ça ferait un bon nom sur. Peu importe sur le CV à qui, dans le fond. Delgado, il y a une grosse hype. Dans le fond, ben pas une grosse hype parce que le monde ne savent pas encore c'est qui, mais il est facilement vendable parce qu'il vient de gagner rapidement. Tandis que Costa, ben, le monde, ils le connaissent quand même assez bien. Là. Ça fait un petit bout qu'il est dans le UFC. Il est sur une bonne séquence. 4 victoires consécutives. Son dernier KO remonte à 2020. Ben, il a perdu par KO en 2023. C'est sa dernière défaite. Euh, Contre un gars qui est 2-0 dans l'UFC, je pense que ça ferait un match-up vraiment intéressant. Prochain combattant, lui, c'est le perdant du sixième combat. Jack Emerson. Euh, ouais, on a vu comment ça a fini. J'ai pas trop compris pourquoi Rodriguez a fait ça. Personne n'a compris pourquoi Rodriguez a fait ça. Mais c'est sûr qu'on n'en reverra pas Jack avant un petit bout. Là. Vraiment, d'après moi, 6 7 8 mois peut-être. Là. Peut-être plus, je sais pas. Mais je le mets quand même là-dedans. Euh, je le verrais combattre le dernier combattant qui a fait parler de lui pour des affaires bizarres un peu. Euh, John Young Park. euh, que lui, il s'avait fait donner un coup de genou illégal au dernier événement par Ismaël Nordiev. Mais le combat a continué, puis il est allé chercher la victoire. Ce qui est impressionnant, mais lui non plus, je le vois quand même pas se rebattre de pas si tôt. Ça, c'est quand même pas un combattant qui est très actif. D'habitude, il se bat une fois par année. Euh, Tu sais, il s'est battu une fois en 2024, là, une fois en 2025. Puis là, avec le coup de genou illégal, et que j'imagine que ça a quand même fait un peu de dommage. Plus avant ça, il y a eu des doigts dans l'œil aussi. Donc, c'est un petit peu de repos. En plus, il a pu, tu sais, il a quand même, il aurait pu quitter puis dire qu'il voulait pas continuer. Il l'a pas fait. Il n'a pas mal qu'il aurait pris le chemin de la victoire facile. Mais lui, il a gagné, mais il l'a pas pris facile. Là. Il a vraiment été travaillé pour la rechercher. Puis Jack, ben justement, ça ferait quand même un bon style de combat. Les deux, c'est le même principe de combattant. Les deux, ils aiment mettre de la pression sur l'autre. C'est quand même des bons lutteurs. Euh, John Young Park, juste, tu sais, ça y ferait un bon, euh, un bon step-up en compétition, mais il est déjà sur 2 victoires consécutives. Je le verrais accéder au top 15, puis pour Jack, ça y ferait quand même un bon combat pour son retour. Ce serait gagnable pour lui, fait qu'il défendrait sa place dans le top. Puis même s'il perdrait, je pense pas qu'il sortirait du top, là, peut-être à cause d'inactivité, mais euh, ça ferait un bon combat. Tu peux placer ça n'importe où sur une carte également. Pratiquement sur une carte principale de n'importe quel gala. Gala payant comme gala Fight Night, peu importe. Ça serait un combat que j'aimerais voir. Les deux pourraient gagner. Ça ferait des bons échanges. Prochain combattant, le gagnant du sixième combat, Grégory Rodriguez, qui a fait un gros finish avec un coup de trop. Euh, Lui, il revient sur le chemin de la victoire. Il s'est fait finir avant ça contre Jared.
Donc c'est un petit peu dur d'y mettre des combats haut dans le classement, dans le fond, parce qu'il vient de perdre contre Jared. Jared est 10e, si je me trompe pas. Puis tous ceux-là qui sont en haut, ils ont déjà tous des combats cédulés. Moi, j'essaye de faire des combats que des combattants sont. Ils ont aucun combat de prévu, dans le fond. Euh, Fait que je le verrais contre un combattant qui pourrait quand même lui donner un petit peu de misère, qui est sur 3 victoires consécutives. Je donnerais Abus Magomedov. Le monde s'en rappelle, là, il a perdu contre Sean Strickland puis Borrallo. Mais après ça, il a enchaîné il est sur 3 victoires. Euh, il avait fait une victoire quand même assez impressionnante sur Bruno Ferreira, que c'est un très bon cogneur, très bon finisher, un peu comme Rodriguez. Moins bon au sol, mais Ferreira, c'est pas un adversaire simple. Puis après ça, il a gagné contre Pereira, que Pereira, on le sait, il a pas de cardio. Un Rodriguez a un petit peu plus de cardio, mais c'est quand même un de ses défauts aussi. Puis, ben, que Abus ait été chercher un combat comme Pereira, je pense que ça pourrait faire un bon adversaire à Grégory. Les deux sont classés relativement proches. Grégory classé 15e, Abus 18e. C'est comme que je dis, c'est dur de donner des combats un petit peu plus haut à Grégory parce que tout le monde a des combats de prévus. Euh, Puis il vient à peine de perdre contre Jared. Fait que pour moi, il faudrait qu'il enchaîne deux. Tu sais, qu'il faudrait qu'il soit sur une séquence de 2 victoires pour au moins avoir accès à un combat top 10. Donc pour moi, ça ferait du sens pour les deux. Sinon, ça ferait que si Abus gagne 4 victoires consécutives, ça y fait aussi une entrée pour un combat top 12, 11, 10, 9 en montant, peut-être. Peut-être pas 8, là, mais les deux, ils auraient de quoi à gagner de ce combat-là. Puis les deux, ils ont aucun combat de prévu. Donc, je verrais ce combat-là assez haut aussi sur une carte. Prochain combattant, Felipe Lima, qui vient de perdre contre Peyton Talbot. Un combat quand même serré, là. Lima, il s'est pas tellement fait déclasser. On a vu qu'il est bon, il est rapide aussi. Euh, il est rendu avec une fiche de 2-1 dans l'UFC. Je comprends pas son classement sur Tapology qui est classé 83e. Euh, je pense que c'est trop bas, vraiment trop bas. Talbot est classé 24e, donc. Puis le combat était quand même serré. Faut pas. Talbot, là, il a pas gagné par KO au premier round. Il a pas été chercher une grosse soumission. Puis il a pas dominé à chaque round. Lima a quand même fait une bonne performance. Donc pour ça, j'y mettrais un adversaire plus bas que dans le classement que Talbot, mais relativement un bon combattant sur une séquence de défaites. Mais c'est Javid Basharat. Euh, je pense que ça pourrait faire un combat vraiment intéressant. Lui aussi, il est rapide. euh, un petit peu le même style que Lima. Il va faire des coups renversés, il est rapide, il aime aller à l'extérieur. Les deux ils seraient capables de se rejoindre. Question vitesse. Mais tu sais, c'est Bacharat était vraiment sur une bonne séquence au début, mais ça commence à remonter un petit peu à loin. Puis les noms que. Oui, je comprends qu'il était sur une bonne séquence de victoire, mais les noms, tu sais, c'était Treven Jones, Tony Gravely, euh, Mendoza. Tu sais, c'est pas. C'est une très bonne compétition, mais si on en regarde, Philippe Lima, il a battu Naimov. Peu importe, je pense que Naimov est une meilleure compétition que tous les noms que je viens de nommer avant ça. Même Miles Jones est vraiment pas mauvais. Puis ils ont essayé de faire grimper Basharat après ses 3 victoires, mais euh, tu sais, un no contest contre Victor Henry, défaite contre Zahabi, défaite contre Simmons. Euh, je pense que ça lui ferait du bien de reculer un peu au classement, mais d'avoir un combat qui lui donnerait, pas de la hype, parce que Lima est pas tellement connu, mais les deux seraient capables de se donner une bonne guerre, fait que peut-être que ça ferait monter la hype des deux. Je pense que ça pourrait vraiment faire un bon combat. Ça, si tu peux classer ça sur une carte préliminaire d'un UFC payant, je vois aucun problème là-dessus. Peut-être pas sur une carte principale parce que les deux sont plus ou moins connus, mais c'est deux très bons combattants, mais
avec des petits noms, si on peut dire. C'est pas encore des grosses vedettes. Bon, le gagnant du septième combat, Peyton Talbot, que lui, ben, il en revient sur le chemin de la victoire. Ça va rallumer un petit peu la hype autour de lui parce qu'il a pas fait une finition, fait que ça rallume pas au complet la hype pour le monde. Mais il y a quand même eu une bonne confrontation. On a vu qu'il a pu s'améliorer en lutte. Il a réussi à s'en relever plusieurs fois. Euh, il a même réussi à amener le combat au sol lui-même. Euh, tu sais, il a réussi à défendre des takedowns aussi. Pour lui, je verrais un combat qui il ferait monter pratiquement à la porte du top 15. Euh, je le verrais affronter Jonathan Martinez, l'expert en leg kick, qui est sur deux défaites consécutives. Martinez, il a perdu contre Aldo puis contre Marcus Miggy, pas Kurt Miggy, Marcus. Euh, mais sinon, avant ça, il était sur une bonne séquence. Il y a une victoire sur Swanson, Saïd, puis Adrian Yanez. Fait un combat contre Peyton, ça le ferait reculer un petit peu en compétition, mais pas tellement parce que l'autre, on le sait, là, il est sur une séquence quand même. Ben, pas une séquence victorieuse, mais il a une bonne hype. Il est jeune, il est rendu 10-1. Fait que peu importe qui gagne ce combat-là, c'est bon pour eux. C'est un bon nom pour Talbot, puis c'est un bon nom pour Martinez s'il réussit à gagner. Euh, puis ça aussi, c'est un combat que tu peux mettre sur une carte principale de gala. Un gala payant. Je verrai aucun problème. Talbot on le sait, le UFC l'aime, le monde l'aime aussi. Il y en a certains qui l'aiment pas, mais c'est il y en a qui exagèrent tout le temps. Tu sais, il est pas, c'est pas un mauvais combattant pantoute. Tu sais. Donc ça ferait un bon combat. Jonathan Martinez contre Peyton Talbot. C'est le combat pour moi qui est à faire. 15e combattant, le perdant du 8e combat, Renato Moicano. Que lui, il a eu un très bon premier round, mais on l'a vu, il a manqué de cardio, puis il s'est fait dominer en lutte par Dariush. Ce que je. Pas que je m'attendais parce que j'avais prédit que Moicano allait gagner, mais je savais également que Dariush avait battu Gamrot. Donc, ce qui me faisait un peu hésiter, c'est exactement pour ça que ça me faisait hésiter. Mais bon, euh, Moicano, je le verrais affronter Michael Chandler. Simplement parce que ça serait un excellent combat que tu peux mettre sur n'importe quelle carte principale. Ils vont vendre le combat, ils vont parler au micro, ils vont se donner. Les deux, ben, Moicano est sur deux défaites consécutives, Chandler est sur trois défaites consécutives. Les deux sont pratiquement similaires dans le classement. Euh, je sais pas le classement officiel du UFC, mais sur Tapology, Moicano est 11e, Chandler est 15e. C'est un combat que les fans adoraient, c'est sûr à 100%. Puis je pense que ça fait quand même du sens. Les deux, c'est des vétérans. Moicano 36 ans, Chandler 39. Tu sais, sont pas tellement loin en âge. Euh, Puis pour moi, c'est un combat tu peux mettre sur n'importe quelle carte. Moi, j'aimerais Moi, je paierais pour voir ce combat-là, dans le fond. C'est peut-être plus un combat qui va avoir vraiment d'impact au classement, mais c'est un combat pour les fans. C'est sûr que ça ferait un bon show. Prochain combattant, le gagnant du huitième combat, qui m'a vraiment surpris encore, avec une bonne lutte, Benel Dariush. Mais il s'est encore fait sonner au premier round. C'est un petit peu ce qui m'inquiète de Dariush. Donc, je sais pas s'il va revenir rapidement. Ben, je croirais que oui, vu qu'il a quand même été inactif dans les derniers temps. Mais il est revenu très fort. Fait que, il a, moi, il m'a surpris avec qu'il n'y avait pas vraiment. Ben, oui, il y avait un petit peu de ring rust au début, mais il a quand même repris ça très vite. Là. Ça n'a pas été trop long. Ça paraissait qu'il était quand même actif. C'est juste que les combats avaient pas, ils s'avaient pas été faits dans le fond. Euh,
il avait déjà eu un camp d'entraînement pour le combat contre Moïcano avant ça, mais il avait pas pu se battre à cause que Moïcano avait affronté Islam. Donc, il était quand même en forme, ce que j'avais pas pris en considération. Mais je le verrais affronter un autre lutteur, Graham Dawson. Ça serait un très bon combat pour les deux. Dawson, ça y ferait une entrée dans le top, puis ça y ferait quand même un bon nom à son CV. Puis tandis que pour Darius, ben Dawson, c'est pas le plus gros gagneur, donc ça y ferait aussi une occasion d'enchaîner sur une victoire. Euh, Parce que je pense pas qu'il craindrait la frappe de Dawson, mais Dawson pourrait annuler pratiquement la lutte de Darius. Fait que, ça ferait vraiment un bon combat que tu peux placer haut sur une carte. Selon le classement sur Tapology, Darius est 10e, Dawson est 12e. Donc, c'est un combat qui fait du sens aussi. Dawson, sur 3 victoires consécutives, gagné 4 de ses 5 derniers combats. Euh, je pourrais facilement avoir une façon de gagner avec Darius avec un KO parce que Dawson s'est fait finir 2 fois. Mais après, il est quand même reparti sur une très bonne séquence de victoires. Donc pour moi, ça fait un combat que les deux peuvent gagner. C'est un combat très intéressant. 17e combattant que je vais parler, c'est Brandon Royval. Brandon, il a fait un excellent combat. Il était dedans. Ça a été un combat serré. Jusqu'à la fin du troisième round, selon moi, avant le knockdown de Joshua Van, on avait 1-1. Puis Van est allé chercher le troisième round avec ce knockdown-là. Mais sinon, Royval était vraiment dans le combat. Euh, Lui, il ferait pas faire tellement un gros bond en arrière, là, tu sais. Il aurait pu facilement annuler le combat, puis dire non au numéro 12 qu'il y avait rien à prouver, mais il l'a pas fait. Il est arrivé, il a donné un méchant bon combat, pratiquement un des meilleurs combats de l'année. Donc, je ferais pas faire un gros bond en arrière, puis il y a quelqu'un qui est pratiquement dans la même situation que lui dans la catégorie. Fait que je verrais le troisième combat entre Brandon Moreno et Brandon Royval. Euh, Les deux sont, c'est 1-1. Tu sais, on a vu, puis en plus, le dernier combat que Royval a gagné, c'était par split décision, donc c'était serré. Puis le premier combat, si je me trompe pas, il y avait eu une blessure ou un truc assez bizarre. Donc c'est 1-1. Fait que pour moi, c'est un combat qui fait extrêmement de sens. Une trilogie, c'est toujours vendeur. Tu peux mettre ça n'importe où. En plus, là, ils commencent à retourner dans les villes pour les événements qui sont pas des événements payants. Donc, tu peux mettre ça facilement sur un Fight Night comme un combat de main event ou main event même. Euh, sont, je sais pas au classement, ils doivent être numéro 2 et numéro 3 consécutifs. C'est un combat qui fait extrêmement de sens. Pour moi, on verrait enfin qui aurait le meilleur de 3 combats. Donc, Rival contre Moreno. Puis le gagnant, ben, est encore en discussion pour la ceinture. Fait que pour moi, c'est un combat qui aurait pas trop. Il y aurait quand même une bonne impact au classement, mais pas trop d'impact sur leur carrière. C'est un, c'est un combat que pour moi, c'est win-win, là. Les fans gagnent, puis les deux combattants gagnent à finir la trilogie. 18e combat que je vais vous parler, c'est Kai Kara France, que lui vient de perdre au troisième round par soumission contre Pantoja. Euh, Dans le fond, lui, il y a il y a juste un combat que je vois pour lui dans le fond, puis c'est le combat contre Manel Cap. Que les deux se détestent. On le sait tout. Ça fait des années qu'ils se bâchent les deux. Manel Cap, il est sorti de son combat contre Rival pour une blessure, donc ça laisse le temps à Cara France de récupérer, de passer un petit peu de temps sans s'entraîner, puis après ça, de tout de suite recommencer à s'entraîner parce qu'il doit pas avoir de blessure. Sinon, ça doit être mineur. Tandis que Cap, ben, je pense qu'il s'est fait opérer, fait qu'il faut un petit peu de temps pour récupérer, mais ça laisse aussi le temps aux deux de s'écœurer et de faire monter la hype. Donc, qui leur envoie tout de suite un contrat, sont pratiquement
à côté dans le classement. Sur Tapology, Cara France est coté cinquième. Manel Cap, sixième. Pour moi, c'est un no-brainer. Ils ont tellement une grosse rivalité. Les deux sont. Ben, Kai Cara France est peut-être un petit peu moins complet. Ben, malgré qu'il y a une très bonne défense de takedown d'habitude, mais Pantoja est tellement supérieur que ça a pratiquement pas paru. Manuel Cap est un petit peu plus complet que Cara France, mais ça ferait un excellent combat. Ça, tu t'es mis sur une carte où tu vas avoir une conférence de presse pour que les deux aient un micro parce que ça va brasser. Pour moi, c'est le combat à faire. Il n'y a aucune hésitation à faire ce combat-là. C'est le combat que les fans veulent. Puis que les deux combattants veulent, je crois, à 100% que les deux ne s'aiment pas. Pour de vrai, c'est pas un jeu qui joue. Donc, faites le combat, le UFC, s'il vous plaît. 19e combattant que je fais. Le gagnant du 10e combat du co-main event, Alex Pantoja, qui a été encore une fois dominant. Il est juste trop fort pour le monde actuel. Il a fait le tour de tout le monde. Je perdrai pas plus de temps. J'ai pas oublié Joshua Van. C'est juste que c'est lui qu'il faut qu'il affronte Pantoja, vu qu'il a gagné sur Royval, que Royval était numéro un. Euh, En plus, Joshua a pas de l'air d'avoir pris tant de dommages. Pantoja aussi. Donc, une couple de mois de congé, puis le combat peut se faire assez rapidement. C'est comme j'ai dit, Pantoja, il a fait le tour de la division. Joshua Van, c'est le nouveau. Il y a de la hype présentement. C'est le temps. Je m'attends que Pantoja gagne, mais Joshua Van pourrait me surprendre une nouvelle fois encore. Pour moi, c'est un no-brainer, là. C'est le combat à faire. Joshua Van a tellement été pas dominant, mais il a fait un excellent combat contre Rival, je pense. Ben, il y a du monde qui le voyait, mais je pensais pas qu'il allait être autant dans le combat. Il a été extrêmement précis. Rival avait plus été sur la quantité, mais Joshua Van a eu un excellent pourcentage dans les frappes. Puis je pense que là, il y aurait un méchant client avec Pantoja, mais Pantoja, il a fait le tour, donc c'est la chose logique à faire. Euh, c'est ça. Peu importe, tu peux mettre ce combat-là sur n'importe quel UFC payant, c'est un combat de championnat, évidemment, mais il faut que tu mettes un autre combat avec une ceinture au-dessus. Ça peut juste être un co-main event selon moi, parce que c'est des 125 livres. Euh, Mais c'est un combat qui ferait vendre beaucoup de pay-per-view. Les deux sont en feu. Ils ont quand même une hype de fou. Euh, Joshua Van surtout, il est sur quoi? 5 victoires consécutives, euh, dont son entrée dans le top 15 contre Bruno Silva. Puis là, il vient de battre le numéro 1 en peine 3 semaines. C'est la hype de sa... Ben, pas de sa vie, parce qu'il est extrêmement jeune, mais c'est la plus grosse hype qu'il y a eu en ce moment. Euh, Pareil pour Pantoja, là, le monde, ils le savent, là, il a fait le tour. Euh, Moreno, Royval, Urseg, Asakura, Cara France. Pff. Donc, il faut du nouveau. Puis le nouveau, ben, c'est Joshua Van. Mais je m'attendrais que c'est trop de bonheur. Puis Pantoja va gagner. Mais on sait jamais. Faut qu'on le voie pour savoir le résultat. Prochain combattant, le perdant du main event, Charles Oliveira. Charles Oliveira, il s'est fait knocker assez solidement. Euh, je sais même pas s'il était dans le combat un peu. Il a fait donner des. Maintenant, en clinch, il a donné un bon coup de coude, mais à part de ça, il a essayé de faire une clé de jambe. Sinon, je pense que j'ai jamais été dans le combat. Il y a vraiment dominé. Je sais pas ce que Charles il va faire. Je pense pas qu'il allait prendre sa retraite. Il y a peut-être deux options que je verrais pour Charles. La première, c'est le combat contre Max Holloway, euh, que je pense qu'il risque de gagner contre Dustin, mais c'est pas rendu là. Mais peu importe, victoire ou défaite, Charles Oliveira contre Max Holloway. Ils se sont déjà affrontés une fois, mais
Il me semble que ça avait fini avec une blessure du côté de Charles au premier round. Euh, J'aimerais bien voir Max Holloway affronter Charles. Les deux sont pratiquement combattants assurés au temple de la renommée. Je sais pas si Charles va être encore dans la liste pound for pound, mais Max y est là. C'est deux gros noms. Peu importe qui gagne ce combat-là, c'est un excellent nom sur le CV. Euh, Tu peux mettre ça n'importe où, sur n'importe quelle carte. Ben, peut-être pas. Ben oui, tu peux mettre ça sur un Fight Night comme combat principal sur 5 rondes. Ce qui devrait, parce que c'est deux combattants qui sont capables de faire 5 rondes. Peut-être pas sur un gala payant parce qu'il n'y a aucune ceinture en jeu. Donc, sur un Fight Night, ça ferait du sens. Sinon, la deuxième option pour Charles, que je sais pas s'il y a eu de la misère à faire le poids, mais il avait de l'air assez magané. Ça serait peut-être de monter à 170. Euh, Puis peut-être avoir un nouvel élan. Je- La ceinture serait peut-être dure à aller chercher parce que Islam vient de monter aussi. Mais tout est possible. Des fois, je pense pas qu'il. Mais il pourrait se rendre à un autre combat de championnat dans une autre division. Mais pour ça, il faudrait qu'il passe par un nom. Puis le nom qui me vient tout de suite en tête, ben, c'est l'ancien champion, Leon Edwards. Euh, que ça ferait aussi du sens parce que Edward est sur deux défaites consécutives. Il a perdu contre Belal, puis là, il vient de perdre contre Sean Brady, qui sont des lutteurs qui allent vraiment chercher le takedown, tandis que Charles, ben, c'est un, c'est pas un lutteur, c'est un excellent pratiquant de Jiu-Jitsu. C'est pas les mêmes entrées de takedown. Fait que peut-être que Leon Edwards aurait sa chance, puis c'est également, peu importe qui gagne ce combat-là, c'est un excellent nom sur les CV. C'est des combats qui sont gagnants pour les deux. Ça ferait un excellent combat, ça aussi, sur n'importe quel événement. Tu peux mettre ça aussi comme combat principal sur un Fight Night. Les deux sont habitués à 5 rounds, c'est deux anciens champions, ça se vendrait. Puis si Charles veut monter à 70, ben, je pense que ce combat-là, c'est plus attrayant qu'un combat contre Colby Covington. Tu sais, justement, Edward a des victoires au-dessus de Colby. Ben, une. Donc, pour moi, Oliveira contre Colby, ça serait. Pas contre Colby, contre Leon Edwards, ça serait le combat à faire. À 170 si Charles veut monter. Bon, dernier combat à parler, c'est Ilia Topuria qui a gagné par KO contre Charles, que c'était extrêmement violent. Euh, Petite mise à part, je pense que c'est la plus grosse séquence de victoire de tous les temps du UFC. Là. C'est Topuria a knocké Volkanovski, euh, Holloway puis Charles Oliveira back à back. C'est- J'ai rarement vu une séquence de victoire aussi impressionnante. Euh, donc pour lui, on peut pas le vendre, ben pas le vendre, mais le donner à un contender qui mérite pas de l'affronter. Ça serait comme pas salir son héritage, mais c'est, vous voyez les combattants qu'il a battus, c'est, il faut quelqu'un qui mérite de l'affronter. Euh, Puis là, dans la division, il y a deux combats peut-être qui sont intéressants pour lui, mais je vais commencer par les présenter. Dans le fond, tout le monde le sait, Paddy, il a grimpé dans l'octogone à cause de Joe Rogan. Si le UFC veulent faire ça, c'est intéressant. Les deux ont une grosse rivalité. C'est sûr que ce combat-là remplit un stade en Europe. Peu importe, c'est le combat qui rapporterait plus au UFC. Facilement dans le top 3 en vente de tous les temps, assuré. Les deux sont extrêmement populaires sur une séquence de fou. Paddy a jamais perdu au UFC. Ilya est invaincu. Mais si on voit ce combat-là tout de suite, ça serait assez facile, je pense, pour Ilya. Il y aurait une autre option aussi pour Ilya, ben, c'est d'affronter le vrai contender numéro un, Arman. Euh, mais ça également, ce serait donner le combat trop facilement à Arman que Dana a accidentellement dit qu'il avait manqué le poids,
qui était pas capable de faire le poids pour le combat contre Oliveira, contre Islam, c'est pour ça qu'il s'est retiré. C'est pas une blessure au final, c'est il aurait pas été capable de faire le poids. Donc, il redonnait une chance immédiatement. Pour moi, ça marche plus ou moins. Dana, il avait dit d'être actif. Et il l'a pas été à part à être en backup pour un combat, mais il a pas combattu. Euh, ça serait qu'il y affronte le vrai contender numéro un, mais en même temps, c'est donner quelque chose à Arman qui a fait pas briser un événement parce que Moïcano a sauté en short notice, mais il était censé affronter Islam, puis il l'a pas fait. Donc, pour moi, la chose à faire, ben, c'est un combat opposant Arman et Paddy. Pour le vrai contender numéro un, le gagnant affronte Ilya. Donc, ça laisse du temps à Ilya pour profiter, faire du blabla et faire le tour du monde, faire vendre et faire monter la hype pour qui, peu importe qui va affronter, Ilya a juste à dire que c'est lui le meilleur, peu importe qui vont y donner, il va le knocker parce que je sais que c'est exactement ce qu'il va vouloir faire, mais qu'il vende le combat. Il va dire qu'il va le knocker ou le soumettre en moins de 1 ou 2 rounds. Donc, pour moi, c'est au contender de prouver qui peut affronter Topuria et pas à Topuria de choisir qui. Euh, donc, Pimblet ou Visatarman, le gagnant affronte Ilya. Peu importe qui gagne le combat entre Paddy et Arman, personne ne va pouvoir dire que le combat est pas légitime. Les deux vont mériter si un des deux sort gagnant. Ben, un des deux va sortir gagnant, mais qui? Donc, Ilya affronterait le gagnant de Paddy Visite Arman. In the octagon, the tension mounts, the time for predictions drives.